Voilà, ça devrait s'afficher. Voilà, donc nous accueillons aujourd'hui Madame Rennes pour notre conférence métier, qui a pour thème la RSE au sein de la banque. Et je vais laisser l'équipe organisatrice animer cette conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Aurélie Dequet et je suis membre de l'équipe organisatrice de cette conférence qui est constituée de Arénie, Camélia et Audrey. Donc, nous faisons partie du programme Grande École de l'ICD, Parcours Gestion de Patrimoine. Et donc, comme l'a dit Madame Platiot, nous avons l'honneur d'avoir la présence de Madame Rennes, qui interviendra sur le thème de la stratégie RSE au sein de la banque. Donc, à savoir que cette conférence s'articulera en 2 temps. Donc, la première heure sera réservée à l'intervention de Madame Rennes et la deuxième, un échange questions-réponses. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Madame Rennes afin qu'elle puisse se présenter. Merci Aurélie et bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence. C'est une première, donc je demanderai votre indulgence. Donc je vais me présenter. Je travaille depuis 27 ans chez Société Générale et je suis en ce moment responsable de projet RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Et j'ai occupé précédemment différents postes, donc soit au siège, donc soit des postes marketing ou des postes qui tournaient autour de la gestion de projet, aussi des postes autour de l'aide au développement de nos filiales à l'international, mais aussi plusieurs postes, ce qu'on appelle en agence, en fait, ce que vous connaissez peut-être le plus. Voilà, donc on contacte des clients et particulièrement la clientèle privée. Voilà. Donc, très bien. Alors, Madame Rennes, qu'est-ce que la RSE? Alors, la RSE, donc il y a différentes, entre guillemets, définitions. Donc, vous entendrez soit responsabilité sociale des entreprises, soit responsabilité sociale et environnementale. Mais la norme ISO 26000 le définit comme responsabilité sociétale de l'entreprise. Avant de définir ce que c'est, je vais remonter un cran au-dessus et vous donner la définition du développement durable telle qu'elle avait été écrite dans le rapport d'une dame qui s'appelait Madame Brundtland et qui en 87 a écrit un rapport qui s'appelle Notre avenir à tous. Donc sa définition, c'est donc la définition du développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 1987. Et en fait, la RSE, c'est le développement durable appliqué au monde de l'entreprise. Et donc, c'est en fait l'intégration volontaire, on est sur une démarche volontaire, c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations, donc sociales et environnementales. Donc, quand on dit sociétal, c'est à la fois social et environnemental, dans leurs activités et dans leurs relations avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc, en d'autres termes, c'est la contribution d'une entreprise aux enjeux du développement durable. Donc voilà, donc une entreprise qui a une démarche volontaire de RSE, ce qui est bien sûr la plupart du temps le cas, elle va donc chercher à avoir ce qu'on appelle un impact positif sur la société tout en étant évidemment économiquement viable. Donc, voilà. Très bien. Alors, quels sont donc les axes principaux de la RSE? Alors, toujours la norme ISO 26000, qui est le standard international qui définit le périmètre de la RSE, s'articule autour de 7 questions centrales. Donc la première, c'est la gouvernance de l'organisation, donc ou de l'entreprise. La deuxième, c'est les droits de l'homme. La troisième, c'est les relations et conditions de travail. La quatrième, c'est l'environnement. Cinquième, c'est loyauté des pratiques. Et sixième, c'est les questions relatives aux consommateurs. Et enfin, la septième, c'est les communautés, le développement local. Et donc, au sein de chacune de ces questions centrales, la norme ISO 26000, alors c'est un bouquin, je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est comme ça. Et donc, la norme ISO 26000, donc c'est des lignes directrices et donc va donner en fait ce qu'on appelle des questions intermédiaires, des domaines d'application. Et donc, il y en a 36. Et donc, c'est assez vaste. Hein, vous voyez, ça va de l'environnement aux droits de l'homme et aux questions relatives aux consommateurs. Voilà. Alors, très bien, je vous remercie. Alors, qu'est-ce que la RSE au sein de la banque? Alors, au sein de la banque,
vaste question. Donc, au sein de la banque, c'est donc une banque a différentes parties prenantes. Et donc certains sont les clients, par exemple comme vous, les collaborateurs, mais aussi l'opinion publique, aussi le législateur, etc., etc. Et donc, par rapport à chacune de ces parties prenantes, il y a différentes actions en fait qui sont faites, et on pourrait même dire, enfin même si c'est pas une personne, si on considère que la Terre est une partie prenante, il y a évidemment aussi un impact que peut avoir une banque dans son activité de financement. Donc en fait, on va principalement distinguer deux choses. Il y a ce que fait la banque dans ses activités, donc avec ses clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, et ce qu'elle fait pour elle, ce qu'on appelle en compte propre. Donc, c'est-à-dire pour elle, une entreprise, donc une banque, mais que toutes les entreprises ont des bâtiments, des véhicules de fonction, et donc c'est ce qu'on appelle le compte propre. Donc, en fait, une banque agit sur ces deux sujets-là. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'était clair, je vous remercie. Alors, comment communique-t-on avec les parties prenantes? Alors, ça dépend lesquelles. Je vais regarder mon anti-sèche parce que ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est tout à fait public et qui se trouve dans ce qu'on appelle le rapport intégré. Donc, Société Générale, comme toutes les grandes entreprises, doit publier des rapports. Donc, il y en a un qui s'appelle l'URD, le U, je ne sais plus. Enfin, c'est un document d'enregistrement en fait de tout ce qui se fait en termes de RSE et même de façon beaucoup plus large. Et donc, dans l'URD et le rapport intégré, il y a en fait un document qui explique les dispositifs de dialogue qu'on a mis en place avec les parties prenantes. Donc, par exemple, pour les clients, il y a ce qu'on appelle des enquêtes de satisfaction client. Donc, on suit et on analyse la satisfaction client. Pour les collaborateurs, il y a ce qu'on appelle un baromètre collaborateur qui a lieu au moins une fois par an. Et donc, pour Société Générale, il y a 150 000 collaborateurs dans 62 pays qui sont interrogés et donc qui répondent de façon anonyme sur un ensemble de questions. Et les questions peuvent être autour du bien-être dans l'entreprise, que de l'éthique des pratiques, des conflits d'intérêts, de l'égalité homme-femme, de l'inclusion, de la diversité, etc. Au niveau des actionnaires et des investisseurs, il y a des rencontres avec les investisseurs qui sont organisées régulièrement. Donc là, je vois, oui, événements et rencontres avec les actionnaires. Donc, il y a une lettre de l'actionnaire, un espace dédié sur le site. Il y a aussi un comité consultatif des actionnaires. Donc voilà, donc il y a régulièrement des événements. Ensuite, une autre partie prenante, ce qu'on appelle les agences de notation. Donc les agences de notation sont des agences qui vont calculer ce qu'on appelle la performance financière et extra-financière. Donc la performance extra-financière, c'est beaucoup sur des critères de RSE ou ce qu'on appelle les critères ESG, de éthique sociale et de gouvernance. Et donc là, il y a des échanges et des suivis réguliers qui sont faits avec les analystes. On est par ailleurs audité régulièrement par donc nos auditeurs, Ernst & Young, on a des échanges réguliers avec eux sur nos pratiques. Comme autre partie prenante, il y a la société civile. Et donc là, il y a des veilles en fait qui sont organisées, il y a des dialogues, des espaces dialogue et transparence sur le site. Enfin, donc là, c'est peut-être moins organisé en termes de société civile, mais par exemple, il peut y avoir aussi des panels de consommateurs et qui sont clients ou pas Société Générale. Donc, il y en a eu un cette année justement sur l'offre solidaire Société Générale. Pour les fournisseurs, donc là, au niveau dialogue avec les fournisseurs, donc on a une politique, ce qu'on appelle d'achat responsable, et un plan d'action qui s'appelle le positive sourcing, et où dans ce document, en fait, Société Générale, comme les autres entreprises, et donc souhaite travailler avec des fournisseurs et des prestataires qui ont les mêmes valeurs et les mêmes engagements qu'eux. Et il y a une loi qui s'appelle de 2017, la DPEF, et cette
le devoir de vigilance. Et cette loi-là fait suite à un accident énorme qui s'est passé, je ne sais pas si vous en souvenez, un immeuble au Bangladesh qui s'était effondré, il y a eu des milliers de morts. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont été attaquées, des entreprises donc notamment dans tout ce qui est vêtements, enfin prêt-à-porter, parce que donc c'est ce bâtiment-là logeait des fournisseurs de grands groupes de marques de vêtements. Et suite à ça, en fait, il y a eu une vraie prise de conscience de ce qu'une entreprise est aussi responsable quelque part de la façon dont travaillent ses fournisseurs. Par exemple, vous avez dû entendre parler du travail forcé des Ouïghours et de ce qui s'est passé cet été, hein, où il y a donc certaines grandes marques que je ne citerai pas, mais dont on porte sans doute tous les vêtements, qui ont été attaquées parce que donc, c'est un problème d'image du coup. Donc, une grande marque fait travailler des prestataires ou des fournisseurs dans des conditions qui ne respectent pas les droits humains. Donc, voilà. Donc, dans ce dialogue en fait avec les fournisseurs, on vérifie aussi qu'ils ont une politique qui est conforme à ce que nous, on attend de nos fournisseurs et de nos prestataires. Et les dernières parties prenantes sont les régulateurs et les superviseurs. Donc là, très régulièrement, les régulateurs et les superviseurs prennent contact avec les entreprises et éventuellement viennent sur place pour vérifier un certain nombre de choses. Alors, ça peut être de vérifier que les primes des plans d'épargne logement sont bien versées aux bonnes personnes, que la réglementation des livrets réglementés est bien faite, que les risques environnementaux et sociaux des entreprises sont bien mis sous surveillance, toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, pour les régulateurs et les superviseurs, il y a aussi des questionnaires en fait, qui sont envoyés régulièrement. Et il y a des services entiers dans les grands groupes, dont Société Générale, qui sont payés pour répondre aux questions spécifiquement des régulateurs et des superviseurs. Voilà. Je vous remercie. Alors, quels sont les engagements vis-à-vis de celle-ci? Alors, je vais peut-être parler des engagements. Alors, par exemple, vis-à-vis des… Alors, si je reprends les parties prenantes, vis-à-vis des régulateurs et des superviseurs, les engagements, c'est évidemment de suivre la législation. Les fournisseurs, les engagements, c'est d'entretenir des relations entre guillemets saines avec eux, évidemment de les payer pour le travail fourni. Et pour tout ce qui est société civile, clients, etc., les engagements, alors il y en a beaucoup en fait. Je vais peut-être citer quelques engagements volontaires qu'a pris Société Générale. Donc il y a par exemple des chartes. Donc là, c'est plutôt vis-à-vis des collaborateurs. Donc il y a par exemple la charte de la parentalité, la charte de la diversité. Alors vis-à-vis des fournisseurs, il y a une charte d'achat responsable, j'en ai parlé un petit peu plus haut. On a aussi signé une charte du numérique et donc là, on s'engage en fait à faire un effort en termes de numérique, donc que ce soit pour l'usage en fait du numérique au quotidien que le matériel qui est utilisé. Alors ça peut aller du recyclage ou à fournir par exemple des drives qui permettent de ne pas stocker en fait tout un tas de documents, etc. Il y a une charte entreprise et handicap. Donc Société Générale a une mission qui s'appelle Mission Handicap et qui s'engage en fait à embaucher. Donc Société Générale est plutôt vertueuse de ce point de vue-là. Donc vous savez que toutes les entreprises ont un quota pour embaucher des personnes qu'on dit en situation de handicap et pas handicapées. Une personne handicapée, ce n'est pas forcément quelqu'un en fauteuil, hein. Ça peut être quelqu'un qui a un trouble de l'audition par exemple, hein, ou du diabète. Donc Société Générale a une charte et s'engage vis-à-vis des personnes en situation de handicap à éventuellement mettre à disposition, soit aménager le temps de travail, soit aménager le poste de travail, etc. Au niveau environnemental, là, il y a beaucoup d'engagements qui ont été pris. Il y en a un qui s'appelle l'engagement de Katowice, qui est issu de la COP24. Et donc ça, en fait, on s'engage à mesurer l'alignement climatique des portefeuilles clients et d'identifier les moyens pour orienter les flux financiers des prêts et avec un objectif d'aller vers les objectifs de l'accord de Paris. Il
Il y a aussi des engagements qui s'appellent les engagements pour un investissement responsable. Donc ça a été lancé par les Nations Unies en 2006 et c'est un engagement volontaire qui s'adresse donc au secteur financier et qui incite les investisseurs à intégrer les problématiques ESG dans la gestion de leur portefeuille. Ça vous devez connaître. Et Société Générale a justement annoncé en début d'année en fait l'intégration en fait de ces critères ESG dans la gamme en fait d'OPCVM qui était proposée aux clients. Il y a d'autres engagements, donc il y en a qui s'appellent les principes de Poséidon. Donc vous doutez, c'est un rapport avec l'eau. Et en fait, ces principes-là promeuvent une décarbonisation de l'industrie du transport maritime et donc intègrent les considérations climatiques dans les décisions de crédit pour les banques. Il y a aussi les principes de l'Équateur, les principes pour un secteur bancaire responsable. Donc en fait, il y a beaucoup en fait d'engagements qui sont pris. Et ce qui est important, c'est que quand on prend un engagement, c'est évidemment contraignant, mais ça veut dire que ça va avoir concrètement un effet. Par exemple, Société Générale a dit publiquement commencer à se désengager du charbon. Donc, ça veut dire que Société Générale, dès aujourd'hui, ne finance plus les entreprises qui ont 25% de leur chiffre d'affaires dans le charbon. Et plus ça va aller, en fait, plus ça va durcir jusqu'à ce qu'en 2025, on ne finance plus du tout des entreprises qui sont dans le charbon et qui ne sont pas engagées dans la transition énergétique. Voilà. Je vous remercie. Alors, quelles sont les principales réglementations et les normes en matière de RSE, si on parle de réglementation? Oui, alors c'est vaste. Donc la norme, je vous ai mentionné la norme ISO 26000. Alors vous savez qu'en principe, les normes, on peut être certifié en fait. Cette norme-là, l'ISO 26000, elle n'est pas certifiée. Et donc elle date pas certifiante, pardon. Donc elle date de 2010 et elle sera revue en 2021. Donc ça, elle est spécifiquement relative à la RSE. Sinon, alors il y en a pas mal. Il y a la norme 9001 de 2015 qui définit les critères pour un système de management de qualité avec une forte augmentation client et la motivation et l'engagement de la direction dans une amélioration continue en fait. Il y a la norme 45000 qui est relative à la santé et à la sécurité au travail. Il y a une norme, celle-là qui est obligatoire, la 14021 de 2016 et qui là spécifie les exigences qui sont relatives aux autodéclarations environnementales, et y compris tout ce qui est mention, symbole et graphique concernant les produits. Hein, vous savez, tous les produits, en fait, tout ce qui est affichage environnemental. Donc ça, c'était pour les normes. Bon, il y en a d'autres, hein, mais on ne peut pas toutes les citer. Les lois, donc il y en a que vous connaissez forcément. Hein. Donc issu du Grenelle de l'environnement de 2012, il y a l'article 75, et cet article-là impose un bilan GES, donc gaz à effet de serre, à toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Donc toutes les entreprises de plus de 500 salariés en France doivent faire ce bilan-là des gaz à effet de serre. Il y a l'article 125 qui est également issu du Grenelle de l'environnement, et là c'est ce qu'on appelle la DPEF, donc c'est les nouvelles obligations de transparence sur les informations environnementales, sociales et sociétales. Il y a la loi Sapin 2 qui là a eu un gros impact pour les entreprises et gros impact sur Société Générale, donc ça date de fin 2016. Et donc cette loi, c'est tout ce qui a amené à, pour les entreprises, avoir un code de conduite, avoir un droit d'alerte, c'est-à-dire un canal permettant à un collaborateur de lever une alerte quand il a légitimement le droit de penser que quelque chose dont il a été témoin ou quelque chose qu'on lui demande de faire n'est pas conforme. Et donc, ça existait avant chez Société Générale depuis très longtemps, mais c'était un email qui était envoyé au secrétaire général. Donc, il n'y avait pas de possibilité d'anonymat. Donc, maintenant, c'est le cas. Et ça doit être le cas pour toutes les grandes entreprises. Et la loi Sapin 2 parle aussi de taxonomie des risques opérationnels. Donc, taxonomie, je ne sais pas pourquoi ce mot-là, mais en fait, c'est classification des risques opérationnels avec justement une partie risques environnementaux et sociaux. C'est aussi une loi où on parle de lutte contre la corruption, etc. Ensuite, il y a la loi sur le devoir de vigilance dont j'ai parlé, qui donc les nouvelles obligations pour les entreprises
de prévenir et réparer les violations des droits humains, etc., mais qui sont engendrées par leurs activités ou celles de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. C'est ce que je disais par rapport à la triste accident au Bangladesh. Et puis, et la dernière qu'on peut citer, c'est peut-être la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors là, pour parler donc de la stratégie RSE de la Société Générale, Oui. quels sont les chiffres clés? Alors, je vais vous donner des chiffres clés qui sont publics, que vous retrouverez sur sociétégénérale.com. Donc, en termes d'engagement climatique, il y a eu un objectif de 100 milliards d'euros de financement en faveur de la transition énergétique entre 2016 et 2020. Et donc, cet objectif a été atteint en fait un peu avant, donc à 109%. Et donc, du coup, il y a eu un nouvel objectif de 120 milliards d'euros, toujours en faveur de la transition énergétique. Donc, objectif qui a été pris en 2019, puisque l'autre avait déjà été atteint et dépassé, jusqu'en 2023. Et donc là, on est à 34% de cet objectif. Il y a aussi de limiter la part du charbon dans le mix énergétique à 19%. Il y a de réduire les émissions de carbone des collaborateurs Société Générale, donc ça sur la partie compte propre. Donc les émissions de carbone d'un collaborateur Société Générale, c'est par exemple quand moi je vais au travail, quand l'équipement informatique que j'ai, le chauffage, l'électricité, la cantine, etc. C'est tout ça, les empreintes carbone, les déchets que je vais générer. Donc ça, c'est chiffré. Et puis après, il y a d'autres engagements qui sont, alors si chiffrés, donc j'ai mentionné tout à l'heure le charbon thermique. Donc là, on ne finance pas les entreprises qui sont engagées à plus de 25% dans le charbon thermique. Et donc, l'objectif, c'est d'être à zéro en 2030. Comme autre engagement chiffré, il y a de réduire de 10% d'ici à 2025 l'exposition au secteur du pétrole et du gaz, puisque donc, vous savez, charbon thermique, pétrole et gaz, c'est les trois énergies fossiles. Et donc, c'est les trois énergies fossiles qui sont principalement responsables des gaz à effet de serre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un focus évidemment qui est mis là-dessus. Et puis, sinon, comme autre engagement, alors là, pas chiffré, mais engagements qui sont forts. Donc, Société Générale ne finance plus les productions de pétrole, les projets de centrales thermiques au charbon, les activités de pétrole issu de sable bitumineux et ce qui est extraction de pétrole et de gaz onshore aux États-Unis. Voilà. Alors très bien, je vous remercie pour ces informations. Et quelles sont, selon vous, quelle est selon vous la raison d'être du groupe de Société Générale? Alors c'est pas selon moi en fait parce qu'elle elle a été écrite. Alors toutes les entreprises dans la loi Pacte ont eu la possibilité, pas l'obligation, d'écrire une raison d'être. Donc ça a été fait pour le groupe Société Générale. En fait, lors d'un des baromètres collaborateurs, donc je vous disais comment on communique avec les parties prenantes, il y a un baromètre qui est fait tous les ans auprès des collaborateurs. Et donc, il y a 2 ans, à la fin du baromètre, il y avait une question qui était, selon vous, quel est le rôle, la responsabilité de Société Générale? Et donc, il y a 80 000 personnes qui ont répondu. Et de ça est née la raison d'être, donc que je vous lis, qui est construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Donc en fait, elle est assez engageante et chaque mot a été longuement posé. Donc toujours pareil, c'est des choses qui sont publiques. Donc quand on va sur le site, on voit bien que chaque mot avenir, meilleur, durable, solutions financières sont détaillés en fait. Et vraiment l'ambition de Société Générale qui a été créée, pour la petite histoire, c'était un décret de Napoléon III, c'était il y a plus de 150 ans. Et à l'origine, c'était
pour aider au financement des entreprises, en fait, de l'industrie. Et donc aujourd'hui, l'ambition est de continuer à jouer un rôle moteur dans le financement de l'économie, mais plutôt dans le sens de transformation positive du monde en général. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, quelles sont donc les valeurs de la Société Générale en adéquation avec les pratiques RSE? Alors, les valeurs Société Générale, en fait, elles existent, il y en a 4, elles existent depuis assez longtemps. Donc, il y en a une qui est l'esprit d'équipe. Pour ceux qui aiment le rugby, vous devez savoir que Société Générale est sponsor du rugby. Et donc, c'est vraiment autour de ça, en fait, hein, l'esprit d'équipe. Ensuite, il y a une autre valeur qui est l'innovation. L'innovation qui peut être, souvent quand on parle d'innovation, enfin, on s'imagine que c'est forcément quelque chose de technique, un nouveau, j'en sais rien moi, un nouveau téléphone portable. Mais l'innovation, elle peut aussi être sociétale et elle peut aussi être dans nos façons de travailler. Bon, par exemple, j'imagine que vous avez dû innover dans vos façons de travailler et d'interagir les uns avec les autres. Donc voilà, ça c'est ça, l'innovation aussi. La troisième valeur, c'est la responsabilité. Donc évidemment, en tant que banquier, enfin, en tant que banquier ou en tant que personne qui travaille dans une banque, donc il y a une vraie responsabilité qui est, donc évidemment vis-à-vis des clients, mais on l'a vu en fait, hein, Société Générale, comme toutes les entreprises, a un impact fort sur son environnement. Et notre environnement, c'est pas pour nous, c'est pas la forêt et les petites abeilles. Notre environnement, ce sont nos parties prenantes. Donc c'est vous, par exemple. Et donc voilà, cette valeur-là de responsabilité aussi très importante. Et la dernière, c'est l'engagement. Voilà. Et l'engagement qui tourne aussi autour beaucoup de la satisfaction client, en fait. S'engager pour la satisfaction client. Voilà. Et donc, ces 4 valeurs, en fait, donc existent depuis longtemps. Et bon, peut-être vous le savez, donc chaque année, en fait, les collaborateurs des grandes entreprises, dont Société Générale, partagent un document avec leur manager. Alors nous, ça s'appelle plan de développement personnel, mais c'est un document dans lequel on va avoir des objectifs, donc des objectifs opérationnels, des objectifs aussi de développement comportemental professionnel. Et on doit, nous, avoir chaque année 2 objectifs de développement comportemental professionnel qui doivent tourner en fait autour de ces valeurs-là. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, quelles sont les notions du compte propre et son évolution à ce jour? Alors, c'est très difficile en fait de répondre à cette question et je ne peux même pas vous dire en fait de chiffres. En fait, l'objectif pour le compte propre, c'est de diminuer l'empreinte carbone de chaque collaborateur. Et donc, pour ça, il y a des actions qui sont prises. Donc, par exemple, en ce moment, il y a un gros projet qu'on mène d'ailleurs avec, avec le Crédit Agricole qui s'appelle Mobilité Transition. L'objectif, c'est de verdir la flotte automobile. Donc, c'est d'avoir plus de véhicules électriques dans la flotte automobile Société Générale. Alors, c'est pas vrai, c'est pas en région parisienne. Les collaborateurs Société Générale n'ont pas de véhicule de fonction, ils se déplacent en transport en commun la plupart du temps. Mais dans ce qu'on appelle en région, en fait, un client, un conseiller qui doit aller voir son client entreprise a un véhicule. Et aujourd'hui, il n'y a que 3% de véhicules électriques, donc ça fait 90, c'est pas beaucoup. Donc là, ça c'est un sujet. Et quand on parle aussi de ce projet de mobilité transition, c'est aussi favoriser les circulations douces. Donc par exemple, suite à une forte demande des collaborateurs, le groupe Société Générale a dit, et dans le cadre de la loi aussi de transition énergétique, a dit en fait pour les personnes qui utilisaient les transports et qui souhaitent passer à la trottinette ou au véhicule au vélo électrique, de contribuer à hauteur de 400 € pour inciter les collaborateurs à ne pas forcément prendre la voiture. Parce que la voiture, c'est le premier moyen de transport qui est utilisé au quotidien par les Français et en moyenne pour faire 7 km. Voilà.
Donc, c'est des usages, en fait. Évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas le choix de faire autrement, mais il y en a qui ont le choix, hein. Moi, j'ai le cas de collègues qui habitent à côté de chez moi, qui prennent la voiture. Moi, je peux aller en vélo. Voilà, c'est un exemple. Ce qui a été fait, par contre, et ça depuis le 1er janvier, c'est que 100% des agences bancaires Société Générale sont alimentées en énergie éolienne d'origine France. Alors, depuis quelques années, 100% étaient d'énergie renouvelable, mais pas éolien et pas forcément d'origine France. Et donc, voilà, là, c'est le cas. Ensuite, au niveau des immeubles centraux Société Générale, donc il y en a à La Défense, il y en a à Val-de-Fontenay pour la région parisienne, mais il y en a bien sûr dans d'autres endroits. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les immeubles centraux. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2020, il y a une réduction de 41% de la consommation en fait, de kilowatts par personne par rapport à 2014. Voilà, baisse de 41%. Alors ça va par exemple avoir un système qui éteint automatiquement les lumières. Ça peut aussi être changer le système de chauffage, des choses comme ça. Ça peut être aussi de baisser de 1 degré le chauffage. Vous savez que si on baissait tous de 1 degré notre chauffage, donc au lieu de mettre la pièce, notre salon à 20, on le mettait à 19, ou le mettre à 19, on le mettait à 18, ça baisserait de 7% les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour le compte propre, il y a aussi ce que je disais, c'est la politique d'achat responsable, d'aller privilégier quand on fait appel à un prestataire, que ce soit pour de la restauration, pour du courrier, des choses comme ça, de faire appel donc à une entreprise de ce qu'on appelle du secteur adapté. Donc soit une entreprise qui embauche des personnes en situation de handicap, ou alors une entreprise sociale et solidaire, et aussi de privilégier le local. Alors il y a aussi une action qui va être faite, je pense, régulièrement, mais qui a été vraiment plébiscitée cette année, c'est ce qu'on appelle le World Cleanup Day. Alors c'était, je ne sais plus bien vous dire, je crois que peut-être c'était au mois d'octobre. Il y a eu un jour mondial et où on a demandé à tous les gens, mais encore fallait-il le savoir, de faire le ménage dans leurs emails. Vous savez que si vous gardez des dizaines ou des centaines de mails dans votre boîte au lieu de les mettre à la poubelle, ça contribue en fait à l'empreinte carbone parce que c'est du stockage. Et donc, Société Générale a fait ça et il y a eu 3,6 téraoctets, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais c'est énorme, qui ont été supprimés simplement par cette action de faire un peu de ménage dans ces boîtes mail. Voilà. Après, il y a aussi un sujet pour le compte propre autour de la réduction des déchets qui sont liés au digital. Donc, vous imaginez, chaque collaborateur a un PC. Dans les agences, aujourd'hui, c'est une imprimante par collaborateur, tandis qu'au siège, on a ce qu'on appelle le pool printing. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une imprimante qui est partagée pour 50 personnes et je lance une impression de mon PC et puis avec mon badge, je vais récupérer ça. Et ça veut dire qu'en fait, on imprime beaucoup moins quand il faut aller se lever et faire 20 mètres pour aller chercher l'imprimante. Donc, il y a déjà une réduction de ce qu'on consomme en fait comme matériaux, mais il y a aussi de recycler les déchets. Et donc là, on a un accord avec une société du secteur adapté qui s'appelle Recycléa et qui a traité en 2019 plus de 30 000 équipements. Et donc l'objectif, c'est de les remettre en état. Voilà. On a aussi, il y a aussi un sujet par rapport aux cantines. Alors, il n'y a pas de cantine dans les agences, mais il y a des cantines dans ce qu'on appelle le siège, en fait, les services centraux. Et donc, il y a une entreprise qui s'appelle les alchimistes qui recycle en compost tous les biodéchets issus des cantines et ils s'en servent pour cultiver des fleurs, des légumes, etc. Et puis, donc, aujourd'hui, il y a 60% des déchets qui sont recyclés, donc tout ce qui est déchets papier, tout ce qui est bouteilles plastiques, verre, bois, etc., mégots de cigarettes, capsules Nespresso. Mais ça reste des déchets, donc le meilleur déchet, c'est encore celui qu'on n'a pas produit. Donc l'objectif est quand même, et même si c'est difficile avec la crise sanitaire là qu'on vit, vous savez, avant, par exemple, il y avait des bonbonnes à eau dans toutes les agences avec des gobelets plastiques. Alors déjà, les gobelets plastiques, c'est interdit depuis le 1er janvier. Mais donc là, l'idée, ce serait plutôt de se passer aussi des bouteilles d'eau. Il y a aussi un sujet, vous devez le voir si vous achetez de temps en temps de la vente à emporter. Il y a
tout un tas en fait de déchets. Et ça, c'est un sujet aussi pour nous, pour les collaborateurs qui en fait prennent à emporter parce qu'il n'y a plus d'accès à des cantines. Et puis il y a les autres déchets qui sont appelés les DIB, déchets industriels banaux, et qui sont majoritairement valorisés par une filière d'incinération et qui sert à produire du chauffage urbain. Voilà. Alors il y a sans doute d'autres choses en compte propre, mais voilà, c'est vaste. Très bien, je vous remercie pour les réponses détaillées que vous nous avez données. Alors, quelles sont les offres RSE que vous proposez à vos clients en termes de financement, d'épargne et de banque au quotidien au sein de la Société Générale? Pour les clients privés ou les entreprises? Ça Ou peut les être, deux? peu importe, ça peut être les clients privés et les entreprises. Alors, je vais commencer par les clients privés, c'est ce qui est peut-être le plus simple. Donc là, je le disais depuis récemment, donc l'offre de conseil et les nouvelles solutions d'investissement intègrent maintenant de façon systématique les enjeux donc ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, pour permettre aux clients de donner davantage de sens à leur épargne. Donc il y a par exemple un fonds, alors je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être eau. Enfin bon, en tout cas, vous savez que l'eau, c'est un vrai sujet. Donc, il y a un fonds comme ça qui investit principalement dans le secteur de l'eau. Il y a évidemment des fonds, tout ce qui est énergie renouvelable. Et après aussi, il y a des fonds qui s'appellent SG Solidarité. Et ces fonds-là, alors les sous-jacents, je suis navrée, je ne les connais pas bien, mais en tout cas, le principe de ces fonds, c'est que la plus-value potentielle est donnée à une association. Donc, pour l'instant, il y en a 4. Il y a Habitat et Humanisme qui s'occupe de logement. Il y a les Restos du Cœur. Il y a CFDT Terre Solidaire. Et puis, le 4e m'échappe. Enfin voilà, en tout cas, c'est donc Fonds Société Générale Solidarité et on peut choisir une de ces 4 associations pour donner les plus-values. Ensuite, il y a, toujours pareil en termes d'offres solidaires, il y a un service qui s'appelle le service d'épargne solidaire qui est adossé à un compte d'épargne, donc que ce soit un livret A, un livret de développement durable, un LEP, bref, un compte sur livret classique, et qui permet de donner tout ou partie de ses intérêts à une à 3 associations de son choix. Et ce service-là, il a permis en 2019, il a permis de verser aux 49 associations qui sont bénéficiaires 1 837 000 euros. Il y a aussi ce qu'on appelle les cartes caritatives. Donc, Société Générale a des cartes qu'on appelle des cartes collection. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont clients, ils doivent le savoir, ils peuvent avoir une carte avec... je ne sais pas moi, aussi bien le Mont-Saint-Michel que Pikachu, Star Wars, ou voilà. Et il y a aussi des cartes dans les cartes collection qu'on appelle caritatives. Et donc, on choisit une association. Donc, ça va être Reporters sans frontières, MSN, les Restos du Cœur, la SPA, etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait avec cette carte, Société Générale donne 10 centimes à cette association. Voilà. Il y a, depuis le début d'année, il y a le cashback. Le cashback, c'est quand vous achetez en fait avec votre carte. Quand vous achetez avec votre carte, et bon, alors il y a une petite manipulation à faire, mais bon, le principe, c'est quand vous achetez avec votre carte, en fait, vous récupérez quelques centimes ou quelques euros. Et en fait, les gains qui sont récupérés, la cagnotte, les clients vont maintenant avoir la possibilité, enfin là c'est depuis le début de l'année, ou depuis le mois de novembre je crois, de faire don de tout ou partie de leur cagnotte à 3 associations. Donc il y a une association qui s'appelle Rêve L, une autre Décodeuse et Pur Océan. Voilà pour les offres solidaires. Sinon, il y a, pour accompagner la transition énergétique, il y a un taux bonifié pour l'achat d'un véhicule électrique. Donc, c'est un crédit classique, mais sauf que le taux, il est moins élevé. Il y a aussi tout ce qui est prêt étudiant garanti par l'État avec BPI France. Donc, Société Générale est le premier distributeur en fait, de prêts étudiants garantis par l'État avec BPI France.
Et donc, le principe en fait de ce prêt, c'est d'accompagner les étudiants de moins de 28 ans dans leur projet d'études, quel que soit le cursus. Et donc, le prêt maximum, c'est 15 000 euros. Voilà. Et donc, cette garantie, en fait, permet d'accéder au crédit pour ceux qui n'ont pas des parents qui peuvent se porter caution. Il y a aussi la dernière offre, c'est une offre qui s'appelle Generis et c'est une offre qui est spécifique pour la clientèle fragile financièrement. Et donc, ça leur permet de minimiser les frais bancaires qu'ils peuvent avoir. Voilà pour la clientèle. Ah non, j'en ai oublié une autre. Société Générale est aussi a une filiale qui s'appelle Lumo et qui est une plateforme de financement participatif pour les énergies renouvelables. Donc, ça veut dire qu'un client peut dire, il va sur cette plateforme-là et en fait, il va dire, mais moi, je participe à hauteur de 500 euros, 1000 euros, 2000, voire plus, et je participe pour financer le parc éolien de telle région. Voilà. Voilà pour la clientèle, ce qu'on appelle de particulier. Alors, pour la clientèle entreprise, il y a des offres qui sont en construction. Mais là, aujourd'hui, ce qui existe, c'est alors pas mal de partenariats. Donc, un partenariat avec un organisme qui s'appelle Econocom. Et donc, il y a une offre qu'on appelle Green Energy. Et l'objectif est d'optimiser les consommations d'énergie des clients. Donc, ça propose un diagnostic d'énergie gratuit. Ça préconise des solutions. Donc, ça, c'est en partenariat. Hein, ce n'est pas le conseiller clientèle qui va faire ça. On a un partenariat avec le Crédit du Nord. C'est Crédit du Nord et Groupe Société Générale. Et on va d'ailleurs fusionner d'ici quelques années. Donc, il y a un partenariat pour le financement d'ENR. Donc, quand on parle d'ENR, c'est les énergies renouvelables. Donc, dans le photovoltaïque et l'éolien. Il y a aussi une carte. Alors, celle-là, elle n'est pas caritative, mais c'est une carte affaires environnement. Il y a un partenariat avec l'ONF, l'Office national des forêts. Et il y a aussi, via notre filiale Franc Finance, des partenariats qui sont conclus avec des énergéticiens, donc style EDF, pour en fait faire des offres en faveur de la transition énergétique. Donc, c'est soit des équipements ou des projets de production d'énergie renouvelable, etc. Il y a aussi des solutions de financement pour les collectivités territoriales, donc pour l'éclairage public en LED. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a aussi un partenariat avec l'ADI. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique et donc pour favoriser le microcrédit. Donc là, il y a des mises à disposition de lignes de crédit donc pour des petites entreprises qui ne pourraient pas avoir accès au crédit parce qu'elles ne présentent pas les garanties suffisantes. Et donc là, en 2019, il y a eu 14,2 millions d'euros donc de financement par l'ADI. L'objectif est d'aller plus loin et pour les particuliers et pour les entreprises. Et donc là, on réfléchit notamment à des nouvelles offres, en fait, plus précisément pour la clientèle entreprise. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors, quels sont les engagements auprès des clients en termes de RSE? Alors, l'engagement, en fait, c'est de construire avec les clients une relation de confiance qui est fondée sur l'écoute, la transparence et la simplicité. Donc, l'engagement, c'est vraiment ça, s'engager à être à leur côté. Donc, ça peut paraître un vain mot, hein, mais donc, comme vous le voyez, donc, de ce que je disais à travers les panels, etc., donc, Société Générale a fait de la satisfaction client un des fers de lance, en fait, hein, de sa stratégie. Et d'ailleurs, donc, moi, j'appartiens à une direction qui s'appelle R, et c'est expérience client. Et anciennement, ça s'appelait satisfaction client, RSE et éthique. Donc, vous voyez, pour nous, tous ces sujets sont liés. Et donc, l'engagement, alors, donc, c'est que le client, qu'il soit entreprise ou particulier, puisse compter sur nous dans les moments difficiles notamment, et ça s'est vu là, donc notamment pour les entreprises
avec la crise sanitaire là qu'on vit et notamment les PGE, vous savez, les prêts garantis par l'État. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais il y en a énormément de prêts qui ont été distribués par l'État. Maintenant, il y a le prêt participatif et donc c'est d'accompagner les clients avec responsabilité et avec des pratiques éthiques. Voilà. Alors pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc j'ai mentionné la loi Sapin 2 et le code de conduite. Donc Société Générale on avait un depuis plusieurs années, mais il a été remis à jour. Et dans le code de conduite, on parle de comportement, en fait, évidemment de comportement vertueux, et on donne en fait des clés de principes de comportement individuel et collectif, et donc notamment agir avec éthique. Il y a aussi tout un sujet autour de la protection des données personnelles et d'apporter le conseil approprié. Donc, vous qui travaillez dans la gestion de patrimoine, vous voyez ce que je veux dire. On ne va pas proposer ou faire le forcing pour vendre à Madame Michu qui a 90 ans un fonds structuré auquel elle ne comprend rien, quoi, alors qu'elle a besoin d'avoir des fonds sécurisés, rapidement accessibles pour payer son EHPAD, quoi. Enfin, le sujet, il est un peu comme ça, hein. Donc voilà. Et pour ça, en fait, donc il y a évidemment le code de conduite, mais il a aussi été mis en place ce qu'on appelait des rituels de service. Qui est un rituel de service. Alors, il y en a dans toutes les entreprises. Si vous allez chez Nespresso, on fait le tour derrière le comptoir, on vous tend le sac de cette façon. Donc ça, c'est un rituel de service. Tout le monde fait la même chose. Donc, Société Générale, il peut y avoir des rituels de service qui est je raccompagne mon client à la porte, je lui propose un verre d'eau, toutes ces choses-là. Et ça peut paraître tout bête, mais en fait, ça permet de aussi donner une certaine image et d'avoir un comportement qui est ce qu'on pense, en tout cas, qu'un client attend de son conseiller de clientèle. Très bien, je vous remercie. Alors, quels sont, j'allais dire, donc depuis la mise en place des normes RSE, quels changements constatez-vous? Alors c'est énorme en fait. Donc en fait, Société Générale a depuis très longtemps un département développement durable. Il y a quelques années, c'était beaucoup autour de, on voyait ça, et même quand au début de la RSE, peut-être un peu comme quelque chose de réglementaire à faire. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que est devenu, c'est pas simplement une obligation, c'est déjà une opportunité en fait, hein, mais c'est devenu une envie pour tout le monde en fait, parce que déjà les personnes qui travaillent chez Société Générale, donc il y a 146 000 collaborateurs à peu près, c'est des personnes comme vous et moi qui vivent dans le même monde que vous et moi et qui ont les mêmes préoccupations que vous et moi, peu importe leur nationalité, leurs idées politiques, etc. Enfin, donc il y a une vraie envie de faire changer les choses. Donc déjà, ce qui a changé, c'est ça, c'est que quand on parle de RSE, ça intéresse tout le monde. Donc ça, c'est énorme. Et comme ça intéresse tout le monde, ça veut dire que tout le monde est beaucoup plus enclin à être ouvert à travailler sur ces sujets pour créer des nouveaux produits. Alors le service d'épargne solidaire, ça fait 10 ans que ça existe, hein, mais peut-être qu'au début, quand il est sorti, les clients, les conseillers, on n'avait déjà pas mis d'objectifs commerciaux parce qu'on ne veut pas mettre d'objectifs commerciaux qui est de proposer aux clients de donner leurs intérêts. Ce n'était pas faisable. Mais donc au début, les conseillers de clientèle n'osaient pas trop vendre ça. En fait, c'est gênant. Je vais dire à un client qui doit donner son argent à des associations un peu donneurs de leçons, tandis que maintenant, c'est être fier d'avoir un produit de ce type-là proposé à ses clients. Donc, il y a ça, en fait. Après, ce que ça a changé, c'est concret, quoi. Quand je vous dis que depuis 2014, il y a 41% d'émissions de gaz à effet de serre en moins dans
dans les services, que concrètement, on est à 100% d'électricité renouvelable d'origine éolienne. Il y a des choses, en fait, qui sont tangibles, vraiment tangibles, quoi. Et ça, des choses tangibles, et aussi un changement de comportement de la part des collaborateurs, et aussi un changement de comportement des futurs collaborateurs. C'est-à-dire que maintenant, un collaborateur, alors jeune génération peut-être plus, parce que c'est plus eux qui vont rentrer maintenant dans le marché du travail, souhaitent travailler, c'est sans doute votre cas, dans une entreprise avec laquelle ils partagent les valeurs, où ils sont en phase avec la raison d'être de l'entreprise, quitte à gagner un peu moins, ou voilà. Et donc, ça, c'est aussi des choses qui font forcément bouger. Ça veut dire qu'on se dit, mais si on veut attirer des collaborateurs, si on veut avoir ce qu'on appelle une attractivité de la marque employeur, eh ben, non seulement parce qu'on le croit, mais de toute façon, même si moi, je n'étais pas convaincue par par les bénéfices de la RSE, je suis cynique, mais admettons, moi, Christine, je ne suis pas convaincue par les bénéfices de la RSE, ou je m'en fous. De toute façon, je ne peux pas passer à côté, puisque pour avoir des nouveaux collaborateurs et qui sont engagés et qui ont envie de rester, parce que ce n'est pas pour une entreprise un collaborateur qui change tous les ans, ce n'est pas possible en fait. Et j'ai intérêt en fait à me soucier de RSE. Voilà. Très bien, je vous remercie. Alors pour conclure, comment le groupe envisage-t-il les actions futures en matière de RSE ? Alors, il y a plusieurs dans la stratégie du groupe Société Générale, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a des choses dont j'ai parlé, qui sont d'accompagner la transition énergétique. Donc, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est d'un programme qui s'appelle Grow with Africa. Société Générale est implanté depuis 1913 en Afrique. La première filiale, c'était au Maroc, SGMA 1913. Et donc, Société Générale est présente dans 19 pays en Afrique et a un gros programme, en fait, et pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes, et pour le financement des PME, et pour agriculture, mais agro, bon, parce que aujourd'hui 70% des personnes du continent africain vivent de l'agriculture, donc il y a un vrai sujet. Là aussi, il y a un vrai sujet d'innovation. Il y a un sujet aussi d'inclusion financière. Il y a peut-être 7% des Africains qui ont un compte bancaire, et pour autant, ils ont parfois besoin de payer des factures ou de recevoir leur salaire maintenant qui n'est plus en liquide. Donc, il y a des systèmes, ce qu'on appelle de mobile banking. Il y en a un notamment qui s'appelle Yup et qui permet, avec son téléphone portable, de payer des factures, de recevoir son salaire, d'envoyer de l'argent, etc. Donc, ce programme, il existe pour les clients particuliers. L'objectif est de l'étendre aussi pour la clientèle d'entreprise, donc les agriculteurs, etc. Il y a aussi beaucoup de projets pour financer les infrastructures. Donc là, par exemple, il y a un gros projet en Côte d'Ivoire qui s'appelle Eau pour tous. Et donc, Société Générale participe au financement d'une très grosse usine d'eau, en fait, qui va permettre, en 2025, quand elle sera construite, d'apporter de l'eau potable à 8 millions de personnes de la région d'Abidjan. L'eau dans le monde, c'est un vrai problème. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 12 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, voilà. Ni pour se laver, ni pour boire. Donc voilà, donc il y a ça, gros projet développement pour l'Afrique. Donc gros projet, on l'a vu sur tout ce qui est transition énergétique. Et puis après, il y a un gros volet social aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Il y a donc un volet social et aussi un volet engagement par la Fondation Solidarité Société Générale, donc qui accompagne en fait beaucoup d'associations et de fondations en finançant des projets, et de plus en plus en fait
le groupe veut inciter ses collaborateurs à participer à ces projets et incite les collaborateurs à faire ce qu'on appelle du mécénat de compétences. Donc, chaque collaborateur a droit de prendre 3 jours par an de mécénat de compétences. Donc, c'est un motif de congés comme les RTT ou les congés annuels pour que les collaborateurs s'impliquent en fait dans des projets en fait solidaires. Donc, ça va être soit parrainer une personne donc en termes d'insertion professionnelle, hein, donc soit réfugié, soit issu d'un environnement un peu difficile. Ça peut être participer à une journée solidaire pour aider à faire du tri de vêtements, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, ce qui est envisagé et souhaité, c'est aussi un fort engagement de l'ensemble des collaborateurs. Donc, en plus de ce qu'on a dit sur transition énergétique et puis ce programme Grow with Africa. Alors, j'oublie sans doute plein de choses, hein, mais... C'est pas... Très bien, bah, je vous remercie pour votre intervention et puis toutes ces informations détaillées. Alors là, je vais donner la parole aux étudiants. S'ils ont des questions à poser, c'est le moment. Alors, on a Delormel. Hugo. Hugo, tu peux prendre la parole? Donc, bonjour, rebonjour. Donc moi, j'ai une petite question par rapport au désengagement en fait dans les entreprises qui sont dans le charbon. Oui. Et par rapport à ça, en fait, par rapport à l'ancienne image, le fait que l'ASG ait financé du coup les entreprises qui étaient dans le charbon. Oui. Est-ce que vous pensez que malgré le fait qu'elle se désengage, ça va quand même impacter son image et du coup montrer qu'elle est socialement responsable? Alors, il y a Société Générale a un problème d'image de longue date. On se faisait la réflexion à chaque fois, en fait, bon, alors notamment les Amis de la Terre, Greenpeace, etc., nous loupent pas. Il y a évidemment des sujets où c'est pas volé, on va le dire. Je pense que ce qui se passe, c'est que Société Générale souffre en fait d'un problème d'image depuis l'affaire Kerviel, dont vous avez forcément entendu parler. Franchement, depuis ce temps-là, enfin moi j'étais déjà dans la banque depuis longtemps, je le vois quoi. Moi, il y a des choses où je vais vous dire on est entre nous, hein, je vous dis très honnêtement, il y a des trucs je trouve un peu injustes, des choses c'est justifié. Il y a par exemple, si vous suivez l'actualité et par exemple les Amis de la Terre, il y a eu un projet en fait, un gros projet de Rio Grande aux États-Unis. Société Générale finance pas le projet, mais est conseil. Et ce projet pose problème parce qu'il est sur des terres qu'on appelle des terres indigènes en fait. Et c'est l'extraction de gaz de schiste on l'interdit chez nous, mais donc a une activité de conseil là-bas. Et c'est vrai, là je ne parle pas au nom de la Société Générale, c'est un avis personnel. On attend depuis un moment les résultats d'études, donc c'est ce qui est expliqué. Société Générale a largement communiqué dessus. Si vous allez sur le site des Amis de la Terre, vous verrez évidemment pas tout à fait les mêmes versions, mais factuellement, donc Société Générale n'a pas publiquement dit en fait qu'elle se désengageait de cette activité de conseil parce qu'elle attend toujours des rapports d'experts. Et c'est vrai que ça contribue malheureusement de cette mauvaise image. Ensuite, il y a un sujet en termes de communication. Quand on regarde bien, Crédit Agricole, BNPP font pas forcément mieux. En revanche, ils n'attendent pas de tout bien faire pour communiquer. Et donc là, Société Générale a toujours été assez prudente dans ses communications, voire réservée. Peut-être que ça va changer. Et peut-être qu'il faudrait que ça change parce que, non, pour répondre très clairement à votre question, il y a tout ça qui se fait. Vous maintenant, vous le savez parce que je vous le dis,
mais ce n'est pas connu sur la place publique, en fait. Donc, changer une image, ça prend du temps. Et après, je pense que les gens font enfin, pas forcément tous, parce que c'est vrai qu'il y a eu des actions de laver les agences, Société Générale, etc. Les pauvres collaborateurs en agence ont un peu souffert de ça. Mais de façon générale, les gens font la distinction entre leur banquier et la Société Générale. Donc, les gens, dans les enquêtes de satisfaction client, ça se voit, aiment bien leur conseiller de clientèle, aiment bien le directeur de l'agence, a fortiori s'ils le connaissent depuis des années, alors pas s'ils changent tous les 4 matins. Donc, il y a en fait ce problème, en fait, il y a eu une bonne image de proximité et il y a une mauvaise image au niveau, enfin en tout cas en France, mais ce n'est pas du tout le cas, par exemple, dans le continent africain, ce n'est pas du tout le cas. En Russie, la Rosebank aussi, c'est pas ce cas-là. Voilà. Donc, je sais pas. Juste parce qu'effectivement, vous parlez du coup des départs volontaires que la SG met en place. En soi, c'est pas trop l'esprit d'équipe que vous nous avez parlé, en fait. Alors, j'ai pas parlé des départs volontaires, mais dites-moi à quoi vous faites allusion. Le plan là de. Ouais. Le fait que la SG donc incite un peu les collaborateurs à partir, quoi, concrètement. Alors, ouais, je ne mettrais pas ça dans le même panier. Le problème, c'est qu'une entreprise, quand elle est en difficulté, enfin, de façon générale, on peut avoir un esprit d'équipe. Enfin, l'esprit d'équipe, c'est moi, l'équipe, les gens avec qui je travaille. Et une politique, et la politique RH. Enfin, pour moi, c'est pas à mettre les deux choses dans le même panier. Alors, c'est vrai qu'il y a des regroupements d'agences qui se sont faits. Il y en a encore d'autres qui vont se faire parce que, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a eu le rapprochement avec le Crédit du Nord qui a été annoncé. Donc, il va forcément y avoir donc, il n'y a pas de licenciement sec. Et d'ailleurs, les plans de départ volontaire, c'est pour d'autres directions, mais j'en parlerai après. Mais ce qui est certain, c'est que je ne sais pas combien de fois vous avez été dans votre agence bancaire cette année ou l'année dernière. Peut-être une fois, peut-être jamais. Donc, en fait, on ne peut pas continuer à garder des infrastructures alors que maintenant, beaucoup de choses se font à distance. Ça, c'est un sujet. Après, oui, il a été annoncé un plan d'épargne volontaire dans la banque d'investissement et dans les services communication, en fait, où il y a du doublon. Le plan d'épargne volontaire est très favorable. C'est plusieurs années de salaire. Donc, ceux qui le prennent, je pense, sont plutôt contents de le prendre et vous n'êtes pas obligé, en fait. Et il y a même des gens qui s'échangent. Donc, moi, par exemple, je suis bénéficiaire du plan d'épargne volontaire, mais je ne peux pas partir. Je peux en faire bénéficier quelqu'un d'autre, etc. Donc, si votre poste est supprimé, en fait, il y a un plan d'épargne volontaire, votre poste est supprimé, vous n'êtes pas volontaire pour partir, vous êtes ce qu'on appelle en mobilité et vous êtes en priorité. Il y a des postes qui sont réservés pour les gens qui sont en mobilité. Donc, vous êtes en priorité pour avoir un autre poste. Voilà. Et donc là, on a justement eu un message aujourd'hui pour ce sujet, le plan de mobilité. Et donc, par exemple, tant qu'il y a en fait un plan de départ volontaire comme ça, les postes qui sont ouverts sont réservés pour les personnes dont le poste est supprimé. Voilà. Mais après, peut-être, je ne sais pas si vous faisiez allusion aux personnes du siège ou aux personnes en fait dans les agences. Pour l'instant, en fait, dans les agences, les personnes ne sont pas remplacées en fait. Donc, il n'y a pas eu de plan de départ volontaire. D'accord, je vous remercie en tout cas. On appelle le réseau, voilà. Je vous remercie, merci. Je vous en prie. Alors, très bien, je vous remercie. Alors, j'ai vu que Oumar levait la main. Oui. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, ça arrive. Bonjour madame. J'ai juste une question parce que moi je suis à la Société Générale et pour l'instant concernant les fonds structurés qui ont rapport avec la RSE, j'ai juste reçu par exemple un message nous disant qu'ils allaient les mettre en place, mais j'aimerais savoir si après ça il y allait avoir des formations pour les collaborateurs ou autre chose parce que pour l'instant, moi j'ai reçu qu'un message. Du coup je voulais savoir votre avis un petit peu. Alors quand vous dites vous êtes à la Société Générale en tant que client ou Non, en tant que collaborateur. en alternance? Oui, c'est ça. Ouais. Et pour l'instant, j'ai reçu qu'un message par mail en interne, mais j'ai pas eu d'autres informations à ce sujet.
Alors, je suis un peu embêtée pour vous répondre parce que je ne suis pas dans ce qu'on appelle le réseau, mais il se trouve que j'ai eu ma conseillère de clientèle hier au téléphone et qui m'en a pas mal parlé, qui m'a présenté tous les fonds, etc. C'est pour ça que je parlais du fonds Solidarité, donc elle était bien au courant. Donc, ce qui est certain, c'est que, comme habituellement, quand il y a des nouvelles gammes de produits, il y a des Webex ou maintenant des Skype qui sont organisés pour expliquer ça. Donc là, il faudrait voir avec le directeur de l'agence, mais forcément, il y aura une information qui sera faite. Alors, pas forcément une formation, mais en tout cas, un Skype d'une heure pour expliquer les nouveaux fonds structurés, etc. Et donc, si vous avez accès aux outils internes, dans ce qu'on appelle canal Clippery, où il y a un espace pour les conseils en gestion de patrimoine, il y a toutes ces infos-là. Ok. Voilà. Comme ça, après, les conseillers ils seront en mesure d'en parler aux clients, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. L'objectif, c'est ça, ouais, de les accompagner. Ouais. Mais Et en je ne fait, sais pas Oui. excusez-moi de vous couper, j'ai l'impression aussi que la RSE, enfin, de base, c'est pour la satisfaction client et aussi un peu l'image de l'employeur, mais j'ai l'impression aussi que c'est devenu une nécessité, enfin, pour les banques, un peu de s'engager là-dedans. Mais en fait, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se développer si elle ne tient pas compte en fait des enjeux de développement durable. Il y a pour moi, il y a une responsabilité, comme vous avez une responsabilité, comme moi en tant qu'individu, mais il y a aussi une responsabilité de l'entreprise par rapport à la planète. Et il y a évidemment une responsabilité, et un engagement vis-à-vis des clients et vis-à-vis de l'opinion publique. Après, peut-être qu'il y a des gens qui font simplement ça pour la satisfaction client, mais en tout cas, aucune entreprise aujourd'hui ne peut faire l'impasse sur le développement durable. C'est une nécessité. D'accord. Je voulais savoir un peu votre avis, donc je vous remercie. Bon, ce sera tout pour moi. Très bien. Alors là, j'ai vu que Enzo, je te laisse la parole. Enzo, j'ai vu que tu levais la main, je te laisse la parole. Il n'avait pas un problème de micro? Sinon, peut-être envoyer un message par le chat. Oui, voilà, ou dans le chat. Alors, j'attends encore quelques secondes. Je pense qu'il a un problème informatique. On peut peut-être prendre une question de quelqu'un d'autre le temps. Alors, si quelqu'un d'autre a une question à poser. Il y a Madame G qui veut participer. Là-dessus, elle a un message. Ok, parce que je ne vois pas toutes les mains, en fait. Je n'ai pas accès à toutes les mains qui sont levées. Madame G aurait une question. Madame Plateau, votre micro n'est pas activé. Madame Gilles, elle avait une question tout à l'heure, mais j'avais baissé la main. Oui, c'est ça, j'ai vu votre main levée, mais après, je l'ai vue. J'étais pas là au début, je suis désolée, parce que j'ai dû aller à des urgences en même temps, donc je ne suis pas toujours présente. Bonjour, rebonjour. Je voulais vous poser une question. La ALD Automotive fait partie de la Société Générale ou c'est une filiale? Oui, c'est une filiale, oui. Qui travaille et voilà, qui vend majoritairement des voitures à location de longue durée et puis la gestion d'un parc qui est d'ailleurs a priori bien placé sur le marché. J'avais cru comprendre un jour parce qu'on avait eu une conférence métier avec un intervenant de cette entreprise. Est-ce que justement de tout ce que vous avez expliqué sur les économies, sur le fait de passer plutôt à de l'électrique, etc., cette entreprise-là l'applique aussi dans elle a les mêmes. Je dirais qu'elle va appliquer aussi donc les engagements de la Société Générale dans son entreprise ou c'est complètement séparé? Non, c'est évidemment lié, on travaille avec eux. Donc eux, ils ont un plan qui s'appelle Move 2025 et avec un objectif de proposer en fait de plus en plus de voitures électriques. Donc alors, évidemment dans le parc Société Générale, mais de façon générale pour les clients. Donc ils communiquent dessus.
Oui, bien sûr. Move 2025, ça s'appelle, ce plan-là. Donc, c'est sur les véhicules. Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Et il y a une vraie, on voit vraiment des effets. Il y a des propositions commerciales différentes ou alors, oui. Donc là, alors je connais pas bien. Effectivement, c'est non, filiale. Alors je peux, je sais, je crois qu'ils se sont fixés des objectifs. Je peux regarder si je trouve ça. Je crois qu'ils sont fixés des objectifs les objectifs sont en fait d'avoir X% de véhicules dits propres. D'accord. Dans leur catalogue. Je dois avoir ça quelque part. Et là, c'est aussi, il y a une législation sur le sujet, la loi mobilité. Alors, attendez. Donc, ALD. Non, mais bon, je retrouve pas, il faut que je cherche dans tous mes. Mais en tout cas, oui. Oui, il y a... ils sont les mêmes valeurs, ils sont impactés de la même façon. Exactement. Pardon. Non, mais c'est pareil pour nos autres filiales, nos filiales dans l'immobilier, Sogeprom, voilà, c'est les mêmes sujets, bien sûr. Ouais. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Alors peut-être que vous l'avez dit à un moment donné où j'étais occupée ou pas, je ne sais pas. Quand vous parlez de tout ce que vous avez mis en place pour les entreprises, est-ce que aujourd'hui vous voyez un engagement qui est plus fort alors évidemment, c'est en proportion, c'est différent sur des petites entreprises, moyennes entreprises ou des grands groupes où tout le monde est engagé de la même façon parce que ça suppose parfois aussi, ça coûte aussi de s'engager, il faut mettre en place un certain nombre de choses. Est-ce que vous sentez cet engagement Alors en fait, tout ce qui est financement vert, obligations vertes, crédit impact, etc. Jusqu'à présent, c'était plus fait avec les grandes entreprises, grandes entreprises multinationales. Et donc là, il y a des experts climat, des ingénieurs conseils, etc. Pourquoi? Parce que c'est plus ces grandes entreprises qui ont en fait commencé à s'intéresser au sujet de RSE. Et donc moi, je suis dans la branche banque de détail. Et banque de détail, donc il y a 90 000 clients entreprises et c'est des PME. Hein, donc enfin, PME, quelques grandes entreprises. Et donc là, pour ces entreprises-là, en fait, on est parti plus tard peut-être pour proposer des solutions de financement entre guillemets verts, mais pour autant, un client est un client, il y a le même engagement en fait vis-à-vis de ces clients-là. Et en fait, c'est pas les mêmes branches de la banque. Hein. C'est banque de détail et d'autres c'est la banque d'investissement. Donc en fait, c'est pas les mêmes lignes métiers, c'est pas les mêmes enveloppes. Donc il n'y a pas eu un choix qui a été fait l'un plutôt que l'autre. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est obligations vertes, restructuration de crédit, etc., a plutôt été fait sur la clientèle de très grandes entreprises parce que c'était eux qui étaient demandeurs. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Très bien. Alors, je vois que donc Enzo a pu écrire sa question dans le chat. Alors, je tenais déjà à vous féliciter pour votre présentation, Madame Reine et les filles. Nous te remercions. Donc, ensuite, sachant que les groupes bancaires en général ne communiquent pas vraiment sur le sujet, j'aimerais savoir si votre groupe était engagé dans des actions caritatives. Si oui, lesquelles? Alors oui, à travers la fondation Société Générale, Fondation Solidarité, qui existe depuis, je ne peux pas vous dire, mais depuis longtemps. Et donc, cette fondation-là, je dois avoir les chiffres quelque part, donc elle accompagne beaucoup d'entreprises et de fondations. Attendez, je cherche. Elle existe depuis 2006. Elle existe depuis 2006. Et en fait, donc la Fondation Société Générale, elle agit dans deux domaines. Il y en a un qui est le domaine de l'insertion professionnelle et l'autre, c'est l'éducation des publics en difficulté. Et donc, depuis 2006, Société Générale a soutenu 1105 projets, accompagné 580 000 bénéficiaires, versé 31 700 000 à des projets associatifs et soutenu des actions dans 33 pays. Et donc, comme je vous disais, les collaborateurs sont incités à participer à ce type d'action.
Et donc, en 2019, il y a eu 21 500 collaborateurs qui sont engagés. Alors, je ne peux pas vous citer toutes les entreprises, mais donc, il y a Crésus, par exemple, pour l'éducation financière. Il y a Codico, qui va aider à l'insertion des réfugiés dans le monde de l'entreprise. Il y a Foot de rue, qui est une entreprise sociale et solidaire qui accompagne un public en difficulté, en fait, en faisant un service de traiteur et de restaurant. Ils sont dans le 14e à Paris. Et après, comme je dis, il y a 31 millions à plein de projets différents. Et puis après, il y a une autre grosse association qui s'appelle Talent et Partage et qui a soutenu 1600 actions humanitaires. Et là, les domaines, c'est plus vaste. Ça peut être l'enfance, l'éducation, la santé, le handicap, en France comme à l'étranger. Et là, le principe, c'est que c'est un collaborateur Société Générale qui va parrainer en fait une association. Donc, par exemple, moi, j'ai une collègue qui est d'origine vietnamienne et qui a une association qui s'appelle Les Enfants du Mékong. Et donc, Société Générale a subventionné cette association donc en finançant des écoles, etc., cette association qui était parrainée par cette collaboratrice. Après, il y a aussi des mécénats. Donc, il y a le mécénat musical qui, alors pour le coup, il est plutôt connu. Et ça fait 25 ans en fait que ça existe. Et donc, Société Générale accompagne des jeunes musiciens, donc fait un appui financier à des membres des instrumentistes, etc. Après, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense qu'en termes de, c'est ces deux gros pôles en fait donc Talent et Partage et Fondation Société Générale. Après, non, Société Générale communique pas forcément dessus, mais les choses sont pas secrètes et c'est sur le site. Hein, vous allez sur sociétégénérale.com, vous trouvez toutes ces infos. D'accord, voilà. Très bien. Je vous remercie. Alors, j'ai vu que Madame Platio levait la main. Je vais lui laisser la parole. Oui, merci Aurélie. Bonjour Madame Reine. Je voulais savoir justement s'il y avait une banque qui se démarquait en matière de stratégie RSE, qui était plus à la pointe, plus innovante, qui plus en avance en matière de oui, RSE. Société Générale. Non, je plaisante. Non, je peux pas vous répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une banque en fait qui s'appelle le Crédit Coopératif, qui est une banque donc coopérative et qui depuis longtemps en fait est engagée, mais plus auprès des associations et l'entreprise sociale et solidaire. Mais sinon, je ne peux pas vous dire en fait. J'ai même pas réponse à cette question. Déjà, bon, moi, je ne sais pas ce qui se fait en interne, en fait, par exemple, dans le groupe de La Poste ou de BNPP ou Crédit Agricole. En termes d'offres de produits, peut-être que des banques vont proposer plus de produits, mais en y regardant plus près, c'est beaucoup du packaging, en fait, marketing. Je vais faire un crédit, je vais mettre du vert autour du flyer et puis comme ça, j'ai un crédit vert. Voilà. Donc, du coup, c'est assez difficile, en fait. Mais de façon générale, bon, évidemment, toutes les grandes banques ont une politique RSE. Après, Société Générale, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai cité les engagements, Société Générale est membre fondateur de pas mal en fait d'engagements, comme les principes pour des banques responsables, les principes de Poésidon. Donc Société Générale non seulement fait partie, mais a fondé en fait ces collectifs en fait ou ces groupements. Voilà. Désolée, je ne réponds pas bien à votre question. Merci. Je n'ai pas la réponse. Si, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas forcément une banque qui se démarque et vous êtes toutes dans cette démarche de stratégie RSE qui est un enjeu pour vous au sein du monde bancaire. Ouais. Merci. Alors, très bien, je vous remercie. Je vais redonner la parole à Hugo. Il y a une seconde question. Merci. Moi, en fait, vous avez parlé de la loi sur la transition énergétique de 2015. Oui. Et je voulais savoir, de votre point de vue, quels étaient les avantages pour la Société Générale par rapport à cette loi? Les avantages ou les opportunités? C'est un peu ça, c'est les opportunités que l'ASG a pu avoir justement grâce à cette loi pour améliorer son image. Alors, c'est pas encore
comme je le disais, on est un peu en cours de construction par rapport à certains types d'offres. Donc, on a une filiale qui s'appelle Franc Finance. Je l'ai un peu mentionné quand j'ai parlé des produits pour la clientèle d'entreprise. Et donc, il y a des projets en fait avec Franc Finance pour nouer des partenariats avec des énergéticiens, aussi pour les particuliers, et donc pour tout ce qui est rénovation énergétique. Donc, c'est peut-être autour de ça. Sinon, ouais, voilà, pour moi, c'est plus des opportunités dans ce sens-là. Opportunités pour proposer des produits ou des services pour accompagner nos clients dans leur transition énergétique. Mais vous voyez, pour l'instant, les offres dont j'ai parlé pour clientèle de particuliers sont surtout des offres solidaires. Pour les clients particuliers, à part un taux bonifié pour un crédit automobile, ou l'éco-PTZ, le prêt à taux zéro avec conditions de ressources, etc. Mais sinon, il n'existe pas encore aujourd'hui de crédit vraiment vert pour les particuliers. Et je ne crois pas d'ailleurs dans les autres grandes banques. Donc en fait, ça vous a permis de développer un peu le marché des particuliers qui avaient un peu ce ressenti de l'éthique et qui souhaitent mettre leur argent dans tout ce qui est développement, etc. C'est un peu ça. Après, c'est difficile de dire pourquoi les clients viennent quelque part, mais je pense que si les clients ont envie d'être quelque part où il y a du sens, il y a plus une offre aujourd'hui, Société Générale, qui est développée pour l'épargne que pour les crédits aujourd'hui. Et du coup, la loi de transition énergétique, je ne sais pas si, je ne la connais pas bien, je ne sais pas si on peut faire un parallèle en fait avec placement et loi de transition énergétique. Alors, ouais, peut-être pour les financements. Je ne sais pas, elle était trop difficile votre question, Hugo. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je vous remercie. Et j'avais une deuxième petite question, si ça ne dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez dit qu'il y avait eu 41% de diminution au niveau de la baisse de la consommation de 2014 à 2020. Oui. Et en fait, dans les immeubles. Dans les immeubles, voilà, dans les locaux donc, de l'ASG. Ouais. Et donc, en fait, ce que je ne comprends pas bien, c'est encore toute cette paperasse. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'ASG, mais toutes les banques, elles ont encore tous ces documents qui ne servent à rien, en quelque sorte, comme les listes du matin, un virement. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Alors, la liste du matin, donc, qu'on appelle la DEJ, les états journaliers. Donc là, ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais j'ai vu un poste, ça va baisser considérablement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez sans doute qu'il y a des équipes, l'informatique, qui travaillent sur tout ce qui est vente à distance, en fait. Tout ce qui est maintenant les prêts immobiliers, c'est bon, vous pouvez signer à distance, crédit à la consommation aussi, les ouvertures de compte aussi. Il y a encore le sujet, on parlait des ISR, il y a encore le sujet là, c'est pas la signature électronique ne fonctionne pas encore. Et la difficulté pour la paperasse, alors il y a la paperasse client et la paperasse interne. La paperasse interne, vous avez raison. Et là, je ne sais plus, mais c'est énorme en fait, la volumétrie qui va disparaître. Pour la paperasse client, donc on incite tous les clients à cocher, d'avoir ces relevés de compte de façon informatique. Il y a une carte Société Générale qu'on appelle cryptodynamique avec une petite puce et le code qui change tout le temps, là, toutes les 3 secondes pour la sécurité. Et cette carte-là, comme dans la puce, il y a du lithium, on mettait une enveloppe T, donc du papier. Et sauf qu'en fait, les gens ne renvoient pas leur carte. Donc, on a dit, des gens, on va supprimer l'enveloppe T, que des petites choses comme ça. Il y a eu le sujet des calendriers, des agendas, donc on le supprime parce que trop de papier, mais les clients râlent parce que le commerçant, il aime bien avoir son petit agenda. Et après, il y a quand même un sujet, la France, on est vraiment un pays, c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup, très, très, très paperasse. Et quand vous voyez, vous êtes donc en gestion de patrimoine,
vous voyez bien avec la MIF, tous les papiers qu'il faut remplir, le devoir de conseil, puis c'est pareil pour l'assurance, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de papiers. Et tant qu'il n'y a pas la signature électronique, on est obligé d'avoir tous ces papiers. Alors, nous, tout le papier, il est recyclé, etc. Mais c'est vrai que c'est un sujet. Voilà. D'accord, merci. Mais on va faire mieux. Merci. Alors, j'ai vu que Oumar, tu levais la main. Je te redonne la parole. Non, j'ai pas fait exprès, j'ai pas enlevé, donc non. D'accord, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question ou est-ce que des personnes ont encore des questions à poser à Madame Reine? Ah, nous avons Hugo. Hugo, je te redonne la parole. Ouais, je veux bien. Je vais juste un petit peu pousser par rapport, vous savez, il y a eu des sanctions financières pour pas mal de banques qui ont lieu récemment, donc en 2018, par rapport justement au fait qu'ils étaient, par rapport aux embargos. Par rapport à la Libye? Alors, j'ai pas vu la Libye, il me semblait, mais parce que j'ai regardé un petit peu par rapport à ça. Et en fait, j'ai remarqué du coup que, bon, vous n'êtes pas les seuls, hein, il y a BNP, il y a voilà, d'autres banques importantes. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils font quand même, vu que c'est des grands groupes, j'ai l'impression que l'image est directement impactée dès lors qu'ils trahissent un peu leur éthique. Ben, oui, mais moi, ça me paraît légitime. On a des comptes à rendre. Vous savez, dans la banque, quand on parle d'éthique, on parle de zone grise, en fait, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas interdites, mais que pour autant, il ne faut pas faire. Et là, ce dont vous parlez, c'était une zone noire, en fait. Hein. Alors, après, Société Générale, il y a eu un sujet, en fait, par rapport à la Libye, mais ce n'était pas un sujet d'embargo. Et les banques qui ont eu des amendes par rapport aux embargos, il y avait BNP, c'est sûr. 2018, Société Générale, franchement, ça me dit rien. Alors après, moi, je sais même pas en fait comment peut se produire encore quelque chose comme ça, parce que tout est ultra contrôlé. Donc pour ceux d'entre vous qui, s'il y en a d'entre vous, donc au moins un qui est en alternance Société Générale, donc évidemment, il y a les états du matin avec les dépôts et les retraites d'espèces, avec les gros virements qui partent et qui arrivent, notamment de l'étranger. Donc moi, j'ai été longtemps responsable de l'agence clientèle privée internationale qui est Boulevard Haussmann. 20 000 clients, les 3/4 des clients d'Afrique subsaharienne, là où on avait nos filiales, et donc avec évidemment beaucoup de fonds qui viennent de là. Et c'est vrai, il y a 20 ans, il n'y avait pas du tout tous les contrôles qu'il y avait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a un virement, il y a 2 000 € qui rentrent et d'où ça vient, etc. Et il y avait aussi des clients libanais. Ben, pas de chance parce que eux, dès qu'ils voulaient retirer, il fallait demander un accord, mais il fallait demander un accord, pas Société Générale, hein, c'était un accord, je ne sais pas quel organisme américain ou je ne sais pas quoi. Et donc, maintenant, tout est tellement contrôlé. Il y a aussi un accord en fait qu'on a signé, et donc d'autres banques aussi, hein, avec les Américains, où on s'engage à communiquer aux Américains dès lors qu'une personne publique, dès lors qu'on a des soupçons de corruption sur une personne publique, quand bien même cette personne n'a pas de rapport avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que Société Générale a une filiale, Société Générale est implantée aux États-Unis, et donc en fait, bon, les États-Unis font leur loi, c'est comme ça. Donc peut-être ce qui s'est passé, peut-être ce à quoi vous êtes allusion, c'est peut-être plus les transactions en dollars. En fait, on n'a pas le droit de faire des transactions en dollars, donc il faut convertir après envoyer. C'est peut-être des sujets comme ça. Mais il y a encore quelques, comment dire, aujourd'hui, c'est impossible que ça se produise. L'année dernière non plus, en 2018 non plus. C'est des affaires qui ont eu lieu par le passé. Et c'est vrai que les Américains ont posé des conditions qui sont extrêmement strictes. Et que voilà, il y a eu des erreurs clairement par le passé, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est pas possible.
là, je me coupe un bras, quoi. Je ne comprendrais même pas. Tellement il y a des alertes dans tous les sens et c'est contrôlé par ce qu'on appelle la LOD1, ligne de défense numéro 1, ligne de défense numéro 2, l'audit. Ensuite, au-dessus de l'audit, c'est l'inspection. Après, c'est les auditeurs. Donc, voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Arini. Oui, alors moi j'ai une petite question. Vous nous avez parlé de votre poste en tant que responsable de projet, si je me souviens bien. Oui. Du coup, quelles sont les actions que vous menez pour la formation de vos collaborateurs en rapport avec la RSE? Alors, moi, je travaille sur plusieurs chantiers. Donc, j'ai travaillé sur un chantier de mise en place d'un processus de gestion des risques environnementaux et sociaux pour les entreprises. Donc, on doit en fait identifier ce type de risque-là pour l'ensemble de nos clients entreprises. Et donc, voilà, donc j'ai mis en place ce processus. Ensuite, je suis aussi chargée de tout ce qui est la partie formation et acculturation. Donc là, je suis en train de travailler avec une start-up pour proposer un programme d'acculturation, donc et culture générale sur la société générale, et parler de la stratégie, et aussi une mise en action, donc proposer des éco-gestes, etc. Donc je travaille voilà, aussi sur la formation, donc quel programme de formation, quelle cible, quel contenu. J'ai aussi une partie sur le compte propre. Et puis, alors, je m'occupe plus particulièrement, moi, de la clientèle privée. Donc, travailler avec la direction marketing, en fait, des nouvelles offres qu'on pourrait mettre à disposition. Voilà. Et je m'occupe aussi de tout ce qui est com interne. Voilà. C'est varié. Merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à Mickaël. Bonjour Madame Rennes, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Malheureusement, j'ai un petit souci avec ma caméra, donc je ne pourrais pas la mettre. Pas grave. J'avais une question en fait. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est un peu dans une surenchère au niveau de la RSE? Parce qu'on est toujours dans un monde assez fossilisé avec toujours de l'utilisation de l'énergie thermique, de l'énergie fossile. Par exemple, l'Allemagne est retournée à la production charbon. Vous avez dit que vous financez plus les entreprises de ce type. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va un peu trop vite et il y a un peu une surenchère, une hype, si je puis dire, au niveau de la RSE et l'impact environnemental? Bon, là, c'est un avis personnel, hein. Moi, je trouve que non, et même, je vais vous dire, moi, je pense qu'on ne va pas assez loin, en fait. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a des pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, comme la Chine, où l'électricité, et c'est le cas beaucoup dans le monde, l'électricité vient du charbon. Vous savez que ce n'est pas le cas en France, hein. Donc, nous, il y a un autre choix qui a été fait, qui est les centrales nucléaires, qui posent pas de problème en termes effectivement d'émissions de gaz à effet de serre, mais peut-être de traitement des déchets, voire d'accidents nucléaires. Mais non, moi, je ne pense pas qu'on va trop loin, parce que le GIEC, qui fait quand même consensus, hein, donc c'est le groupement des experts climat mondiaux, le GIEC dit 95% sûr que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique, c'est dû à l'homme, et que si on continue à faire comme ça, comme on fait aujourd'hui avec les énergies fossiles, on n'arrivera pas en fait. Enfin, ça ne va pas fonctionner. Donc non, moi je crois les experts du GIEC. Après, s'il y a une surenchère, et là, si on parle des entreprises, pour moi, c'est peut-être que là, vous voulez faire allusion peut-être au greenwashing. Mais moi, je me dis, si une entreprise fait quelque chose, qu'elle ne le fait pas pour les bonnes raisons et qu'elle le fait juste pour faire bien, eh ben, tant pis, je me dis, c'est pas grave, elle le fait quand même. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et après, l'Allemagne, je ne sais pas comment agissent les banques en Allemagne, mais en tout cas, là, nous, moi, ce dont j'ai parlé, c'est des financements, en tout cas, Société Générale.
dit pas du jour au lendemain à ses clients, vous travaillez dans le charbon, donc je ne travaille plus avec vous. Mais en revanche, demande à ses clients de s'engager en fait dans la transition énergétique et de s'engager à réduire leur exposition au charbon. Donc on ne met pas les clients à la porte du jour au lendemain, mais c'est sûr qu'ils sont incités à changer en fait de modèle. Voilà. En Allemagne, j'avoue, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais eux, ils sont contre le nucléaire, donc c'est pas la politique de la France. Ouais. Merci beaucoup. Alors, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou est-ce que d'autres ont des questions à poser? Bon, alors s'il n'y a plus de questions, nous arrivons à la fin de cette conférence. Je remercie Madame Reine pour son intervention. Avec plaisir. Arini, Audrey, Camélia, donc nous vous remercions pour votre intervention et pour cette collaboration avec nous et votre implication aussi surtout. Donc on vous remercie. Concernant les participants donc à cette conférence, je vous remercie donc du coup d'avoir participé, d'avoir été actifs aussi, d'avoir posé des questions, de vous être intéressés et surtout d'être restés connectés. Si jamais vous n'avez plus de questions, on arrive à la fin de la conférence, donc vous pouvez quitter la conférence. Et je crois que nous sommes à la fin. Voilà. Je vais peut-être Très bien, Aurélie. Madame Platio. Merci. Donc, nous remercions bien évidemment Madame Reine qui est intervenue aujourd'hui lors de la conférence métier. Les étudiants, vous pouvez, avant de nous quitter, mettre un petit message justement pour remercier Madame Reine de son intervention. Et je propose effectivement, s'il n'y a plus de questions, de terminer cette conférence. Peut-être que Fabienne, tu avais... Non, mais grand merci, toujours très, très intéressant et très enrichissant. J'apprends toujours plein de choses. C'est pour ça que même si je ne suis plus dans l'organisation, j'essaie de participer. Il y a d'autres enseignants là, qui m'ont demandé aussi s'ils pouvaient participer. Donc, ça commence, je pense, à intéresser pas mal de gens. Donc, merci beaucoup. Le sujet était passionnant, d'actualité passionnant. Merci d'avoir partagé votre expertise avec nous. Grand merci. Voilà. Merci, c'était un plaisir pour moi, vraiment. Voilà, donc vous voyez, pour une première. On a beaucoup d'apprenants qui sont à la Société Générale, donc alors pas forcément toujours pas que dans ce groupe-là, mais c'est un partenaire aussi important, hein, comme d'autres grandes banques. Donc c'est toujours intéressant pour nos étudiants, même s'ils ne sont pas dans ces banques-là, de pouvoir aussi s'enrichir d'expérience. Voilà, je vais laisser la parole au texte, entre guillemets, puisque là, je vois qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la conversation que vous pouvez lire et qui vous sont destinées. En tout cas, merci beaucoup, Madame Reine. Voilà, Madame Reine. Je ne sais pas si vous pouvez lire, si vous avez la conversation sur Teams. Donc, si vous accédez à la conversation, vous pouvez voir les messages des étudiants qui défilent et qui vous remercient bien évidemment pour votre intervention. C'est en haut dans la conversation, à côté de la main, sur la gauche de la main. Ouais, mais je vois, non, il n'y a pas. Enfin, je clique, mais non, non, il n'y a pas. Il faut afficher la conversation. Si vous affichez la conversation à gauche de la main, vous pouvez avoir accédé à droite à la conversation de la réunion avec l'ensemble des messages des étudiants. Ah, j'ai les notifications sont désactivées, ouais, je sais pas. Peut-être ça. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Alors peut-être que l'équipe peut peut-être prendre des impressions écran des différents messages, ensuite et transmettre à Madame Reine. Oui, ça marche, on le fait. D'accord. En tout cas, dans la globalité, ils vous remercient pour les informations que vous leur avez apportées et les éclaircissements. Et votre participation. Donc, voilà. Ça, c'est dans le global. Mais on fera des captures d'écran, on vous l'enverra. Ça marche. Très bien. Je vais arrêter l'enregistrement.